L'actu du web, du digital, de la tech et bien sûr de l'intelligence artificielle de ce joyeux vendredi 14 novembre 2025, c'est maintenant, c'est sur Renaud Décode. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, d'avoir activé cette maudite petite cloche pour ne pas louper les dingueries qui sortent. Vaut mieux voir la locomotive arriver et avoir le temps de monter dedans plutôt que de regarder et de se rendre compte que le train est déjà passé. Voilà, vous faites comme vous voulez. Pourquoi je vous engueule, je ne sais pas. Aujourd'hui, à la une de la revue d'actu, bien sûr, GPT 5.1. Je vous ai enregistré pendant les lives de Renaud Décode, c'est tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, juste avant d'enregistrer ces actus pendant le live. Je vous ai fait un point très complet sur 5.1 pour tout savoir, mais je vais en reparler ici dans les actus parce que oui, c'est un petit game changer. Un petit, mais game changer. Et puis plein d'autres informations sur les géants américains, sur l'Europe qui est en train de se faire becter la tête, je ne sais pas, sur tout ce qui est innovation et danger pour nos libertés. Ah, il y a du lourd. Sur un truc de dingo qu'on ne voit pas en France, mais que Google est en train de sortir, et ça va plier le game du web et du e-commerce. Eleven Labs qui nous a sorti un truc absolument dingue, ça va vous faire réagir, vous me direz ce que vous en pensez, et on fera un focus sur les robots chinois, et pour une fois les robots russes. Bon, et ben il y a un super programme, allons-y gaiement. Et on commence par GPT 5.1 du coup. GPT 5.1 est sorti, il est disponible pour tout le monde, utilisateur gratuit comme utilisateur payant, c'est le nouveau modèle mineur de chez OpenAI. Non, OpenAI n'a pas fait un battage médiatique là-dessus en promettant monts et merveilles, contrairement à ce que vous disent certains. Pas du tout, c'était très discret comme sortie. Oui, 5.1 est une nouvelle version, mais ce n'est pas une nouvelle version majeure. On attend Gemini 3 qui sera une version majeure par rapport à Gemini 2.5 du côté de chez Google. Ça va arriver dans les jours qui viennent, on va se tenir prêt. Et abonnez-vous, activez la petite cloche sur Renaud Décode, c'est important, ça vous verrez venir. Et 5.1, c'est pas 6, c'est 5.1. Alors c'est quand même une évolution par rapport à 5 et une très bonne évolution, notamment, à mon avis, c'est un très bon move de la part d'OpenAI sur la partie expérience utilisateur. On est à une période où les GOMAX, Google, OpenAI, Meta, Anthropic, xAI, petit acronyme pour retenir les géants de l'IA, qui sont pas les mêmes que les GAFAM, eh bien, ils se battent plus trop sur la puissance intrinsèque des LLM, des modèles d'IA qu'on utilise dans des chatbots comme ChatGPT, Claude, le chat, Gemini et autres, j'en ai oublié, Grok, ouais, vous avez le truc. On est plus trop sur la puissance, sur l'intelligence, qui est un terme qui ne veut pas dire grand-chose. On est plus maintenant sur la bataille de l'expérience utilisateur. Bien sûr, il y a les petits bras musclés des IA qui arrivent avec de l'agentique qui vont pouvoir piloter des tas de choses. Eh bien, GPT 5.1 fait aussi des efforts là-dessus, sachez-le. Il y a aussi tout le côté pour les geeks, pour les développeurs, sous forme d'API, pouvoir adapter la profondeur pour avoir le bon nombre de tokens et tout ça, avoir des petites fonctionnalités super magiques pour que ça nous sorte exactement les bonnes choses. Il y a aussi des choses comme ça sur la 5.1 qui sont disponibles pour les plus geeks. Les API sont déjà disponibles, il y a déjà des nouvelles fonctionnalités assez balèze, assez utile. Codex 5.1, l'IA, la version dédiée au développement, est sortie également. Tout ça est très utile. Mais le focus que j'ai ouvert, si vous voulez des détails là-dessus, j'ai fait une autre vidéo sur les détails de tout ça. Mais ce qu'il faut retenir sur cette version grand public de ChatGPT 5.1, c'est que c'est, à mon avis, un très bon move d'OpenAI sur l'expérience utilisateur. OpenAI est aujourd'hui le leader sur « j'ai une IA bien puissante, les autres aussi ». Et la différence, elle est plus trop notable pour nous. Si on lui demande une recherche sur la physique quantique, ils vont tous nous bluffer parce qu'ils sont tous plus intelligents que nous sur des sujets qu'on ne connaît pas. C'est assez évident. Et encore, je pourrais prendre les Scooby-Doo, ce serait pareil. Bref, on n'est plus trop sur la puissance, l'intelligence, entre beaucoup de guillemets, brute, mais on est sur d'autres choses. OpenAI est leader aujourd'hui sur les fonctionnalités. Mistral avait pris du retard quand ils avaient un très bon modèle sur les fonctionnalités. Ils ont dû rattraper et remettre plein de fonctionnalités en surcouche du modèle qui est derrière. Et ils sont leaders aujourd'hui OpenAI. Par contre, sur l'expérience utilisateur, sur notre ressenti, est-ce que ça jauge bien, ça comprend bien le prompt que je lui mets? Est-ce que quand il faut, c'est rapide? Quand il faut, ça réfléchit bien, un peu, beaucoup, passionnément? Est-ce que émotionnellement entre guillemets, sur l'empathie, j'ai que des mots à mettre entre guillemets concernant l'IA, est-ce qu'il est satisfaisant pour moi? L'expérience, le ressenti utilisateur. Quand je lui parle de trucs intimes, il fait gaffe. Quand je lui parle de trucs techniques, il est technique. Quand je lui parle, est-ce qu'il adapte son ton, son mode de réflexion, tout ça, machin? Eh bien, OpenAI avait eu une petite catastrophe à la sortie de GPT-5 où beaucoup avaient reproché
que GPT-5 était beaucoup plus neutre, beaucoup plus froid, que le petit 4O qui était notre copain dans la vie. Bon, bah aujourd'hui, il y a les mêmes qui râlent dans l'autre sens, en disant attention, GPT-5, bah, il est beaucoup plus adapté, l'expérience utilisateur est meilleure, et ben il est mieux, il est plus copain quand il faut être copain, plus carré quand il faut faire des recherches, plus il est beaucoup mieux adapté. Il utilise mieux la mémoire, vous voyez, la mémoire qui est un game changer en termes d'expérience utilisateur. La fonctionnalité existe déjà. Elle est bien meilleure aujourd'hui. Il va retrouver d'anciennes conversations, des petites bribes, juste un peu, juste assez, pas trop, etc., etc. Sur l'historique, pareil. Sur la mémoire vive, pareil. Les instructions personnalisées, ce que vous mettez dans les paramétrages de votre chat GPT, sont bien mieux interprétées, bien mieux lues, bien mieux comprises, plus finement, maintenant, avec 5.1. Il y a des tons et des styles. Alors, c'est pas une nouveauté de 5.1, ça existait déjà. Mais vous pouvez mettre le style geek, le style professeur, le style machin. Bah, ces tons-là, ils se sont aussi bien améliorés. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Et donc, on a une expérience, un ressenti, une expérience utilisateur en discutant avec le chat GPT 5.1 qui est bien meilleur que la 5, bien meilleur aussi que 4.0. Donc il y avait sur cette expérience ressenti qui fait que oh là il est un peu relou, je l'aime plus trop, hop, je me détourne, je vais voir Claude en face. Bon, et ben il y a eu 4.0 qui était notre copain, ensuite il y a eu 5, ça nous a fait descendre. Bon, maintenant c'est les mêmes qui râlent sur cette différence d'empathie-là, qui râle aussi en disant que maintenant il est trop empathique 5 points. Il n'est pas trop, il est juste bien. Alors ça, voilà, ça met un peu aussi de l'émotion avec cette nouvelle version de GPT-5. C'est la même base de connaissances et le même modèle derrière. C'est sur toutes ces finesses que ça s'est grandement amélioré. Certains en ont peur en se disant, bah mince, si ça redevient un copain, c'est peut-être pas bon. Bah, c'est les mêmes qui ont râlé en disant, avant il était un copain, je préférais. Bon bref, je dis copain, mais c'est adaptation en termes de durée de raisonnement, de profondeur de raisonnement, sur tout le reste. Ça n'a pas changé, ça s'est juste amélioré de partout en termes d'expérience utilisateur. Si vous allez sur votre chat GPT, vous avez toujours GPT 5.1 ici, qui est un routeur qui vous envoie sur un modèle ou un autre modèle en fonction de votre prompt. Les deux modèles, comme avant, sont toujours Instant, le truc qui réfléchit pas, et Thinking, le truc qui réfléchit trop. Non, mais ça a changé ça. Maintenant, Instant est capable, sans non plus réfléchir trop longtemps, d'adapter en fonction de ce que vous lui demandez, des boucles itératives. Parfois, il réfléchit, c'est pas qu'il réfléchit, mais il se contrôle un petit peu. Voilà, et puis parfois pas du tout, parce qu'il vous répond super vite. Vous lui demandez une blague carambar, il va la faire super vite. Donc Instant a plusieurs niveaux maintenant qui s'adaptent à ce que vous lui demandez. Thinking, c'est pareil. Maintenant, Thinking, il réfléchit moins quand il y a moins besoin, et il réfléchit plus quand il y a plus besoin, en fonction de ce qu'il détecte. Donc en fait, les deux modèles, avec ce routeur que vous voyez auto, où il va décider quel modèle il utilise, mais les deux modèles se sont perfectionnés dans leur profondeur, dans l'expérience utilisateur qu'ils vous proposent, plus toutes les options de personnalisation. Les instructions personnalisées, plus les tons et styles que vous pouvez récupérer ici. Si vous allez sur votre petite bulle en bas, vous avez personnalisation. Ben maintenant, vous avez des styles et tons de base. Ça existait déjà avant, mais ils sont bien meilleurs, bien plus fins, bien plus satisfaisants qu'avant. À mon avis, c'est un très bon move que GPT 5.1 apporte à OpenAI. Il y a d'autres choses pour les geeks notamment. Les API sont déjà disponibles. C'est déjà disponible ou en cours de disponibilité sur le site web pour tout le monde, y compris les gratuits. C'est un très bon move parce qu'on se retrouve aujourd'hui, à mon avis, avec un nouveau standard de l'intelligence artificielle. Ça convient bien dans tous les domaines, ça utilise super bien la mémoire, c'est tout aussi intelligent qu'avant, voire mieux, ça s'auto-adapte, bah, c'est encore plus proche de ce dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Il va falloir que les autres se rattrapent sur cette partie expérience utilisateur, alors qu'ils sont déjà un petit peu en retard sur la partie fonctionnalité. On va attendre avec impatience les nouvelles versions de Claude, par exemple, surtout celle qu'on attend, c'est la nouvelle version de Gemini 3, qui elle sera une version technique majeure, voilà, qui va apporter du fonctionnement différent avec un nouveau modèle entraîné. Là, c'est pas un nouveau modèle, mais il est différemment entraîné, beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Testez-le, et je suis très amusé de voir ceux qui ne sont pas au courant que 5.1 est sorti, ne l'avoir pas remarqué, parce qu'il n'y a pas eu un battage médiatique de ouf de la part d'OpenAI, c'est une version mineure, ils n'ont même pas fait leurs vidéos et tout ça, c'est nous les créateurs de contenu qui vous en parlons pour que vous lopiez pas le train, et on a raison, et vous avez raison aussi de monter dedans, et certains savent pas que ça existe et se disent, bah tiens, il est vachement plus intelligent qu'avant, pas plus intelligent, il est mieux adapté en fonction de ce que vous lui demandez, il est beaucoup plus satisfaisant. Et c'est un très bon move, à mon avis, de la part d'OpenAI. Allez tester ça.
Les géants américains de l'intelligence artificielle sont en train de se renforcer, de se remplumer en Europe. Alors à l'heure où des modèles d'IA sortent, GPT 5.1 qu'on a vu un instant, Gemini 3 très bientôt, Claude qui bouleverse tout et qui est vachement apprécié en France et en Europe. On est parmi les pays leaders dans l'adaptation de Claude, comme quoi on regarde des trucs en fonction de nos usages, on choisit. Bon, bah l'IA est en train de plier le game pour nous, Européens. C'est bizarre, on regarde pas trop du côté de la Chine alors qu'ils ont des trucs absolument dingos. Eh bien, et puis bon, on fait pas nos trucs aussi, hein. On soutient pas énormément. On a Mistral, bravo à eux, mais on a l'impression qu'ils sont un peu tout seuls dans la tempête. Bon courage à vous, les amis de chez Mistral, et testez ce modèle, ils sont super. Et ben pendant ce temps-là, les États-Unis en profitent. Et puis nous aussi, on en profite. Et c'est un point de réflexion que je voulais soumettre à votre sagacité, absolument à votre sagacité. C'est quelqu'un que vous devez connaître, à mon avis, j'en suis sûr même, avec un plan d'investissement massif, notamment, qui vient d'être annoncé, signé, validé par Google. Un des géants des GOMAX, des géants de l'IA, bien entendu, 5,5 milliards d'euros investis en Allemagne à partir de maintenant jusqu'en 2029. C'est vraiment historique. Voilà, un investissement de cet ordre-là, c'est le plus gros investissement en Europe de la part de Google, le plus gros projet, et ça vise clairement à renforcer tout ce qui est infrastructure. Alors pas que, mais globalement beaucoup sur l'infrastructure, le cloud, les data centers intelligence artificielle, avec des emplois derrière. Il y a 9000 emplois par an qui sont promis dans ce projet-là, direct ou indirect, bien évidemment. Le fait que Google investisse cet argent en Allemagne et en Europe, 3 villes majeures, Berlin, Francfort, Munich, le fait qu'ils investissent autant, ça va booster totalement l'IA et le cloud en Allemagne. Alors ils le font, pourquoi ils le font en Allemagne et pas en France? Bah oui, nous aussi on en veut. Et bien parce que l'Allemagne a un rôle central, notamment avec ses géants de l'industrie. Et donc Google veut pouvoir avoir des chercheurs sur place, des data centers sur place, de l'IA sur place, parce que ces géants de l'industrie, ils sont en Allemagne, et leurs données confèrent la réglementation européenne, et puis pour des questions de souveraineté, ils veulent que les données soient en Allemagne. Bon, il y a une solution pour Google, c'est que les data centers, je vais t'en faire en Allemagne, comme ça on est bon. Alors on est un petit peu entre deux eaux, puisqu'on peut se dire c'est une chance pour la souveraineté européenne, tout en se disant en fait c'est plus une chance pour la souveraineté allemande, parce que nous, on bénéficie pas de ça en France, par exemple. Est-ce qu'on est concurrent dans l'Union européenne? Est-ce qu'on est confrères? On a passé un pacte il n'y a pas longtemps en disant qu'on était tous soudés, notamment sur le cloud et sur les data centers IA. Il y a Google qui fait des data centers IA et du cloud, et il le fait que en Allemagne. Du coup, l'Allemagne va prêter? Elle peut pas, c'est pas les siens, c'est ceux de Google. Et le truc est un petit peu, c'est stratégique, j'aime bien cette petite patte stratégique, puis on peut se dire, c'est bien pour la souveraineté, par exemple des données, de l'IA, des développements de l'industrie allemande, mais cette souveraineté, en fait, elle repose finalement sur quelque chose qui va appartenir à Google. Certes, ça va créer des boulots en Allemagne, mais finalement, c'est Google qui tire les ficelles derrière. C'est bien, c'est pas bien, c'est forcément une bonne chose si ça crée de l'IA, du cloud dont on manque, et des emplois, et on a raison de les faire en Europe. Après, est-ce que c'est vraiment un move souveraineté? Oui. Est-ce qu'il va au bout? Non. Est-ce qu'il est biaisé? Un petit peu quand même. Bref, je livre ça à votre réflexion et au rôle du coup assez central que joue l'Allemagne. D'ailleurs, dans la stratégie européenne, on notera également Anthropic, acteur majeur, donc l'éditeur de Claude, donc un autre géant de l'intelligence artificielle, qui mise aussi sur l'Europe et encore une fois sur Munich et sur Paris aussi, avec plutôt une approche hub. Donc Anthropic, c'est pas Google, c'est pas un créateur de data center et de choses comme ça. Ils sont plus en mode hub, c'est-à-dire pouvoir avoir un écosystème local. Anthropic donc va s'installer encore plus, agrandir ses locaux à Paris et à Munich aussi, pour avoir de l'influence, pour pouvoir dire voyez, on peut vous faire un truc exprès avec nos partenaires AWS et autres, on peut vous faire un truc exprès, une instance exprès pour l'administration française, l'administration européenne. Ça va tailler des croupières à Mistral, cette histoire qu'on aurait peut-être dû favoriser. Anthropic n'attend pas l'autorisation, et puis mise aussi sur les gros clients, les gros acteurs, les L'Oréal, les BMW, les SAP, etc., etc. Il faut être à côté d'eux pour faire des projets ensemble, que ce soit sur la partie commerciale, marketing, adaptation des choses, nouvelles instances particulières pour l'un ou pour l'autre. Bref, Anthropic aussi est en train d'installer ses valoches en Europe, et c'est un très très gros marché. Nous, on sait pas trop le verrouiller, on sait mettre des lois, mais on sait pas trop en profiter. C'est pas grave, les Américains en profitent pour nous. Par contre, on n'a plus trop le choix. C'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose. À mon avis, c'est un peu les deux en même temps. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas, oui, l'Europe fait des avancées,
elles sont beaucoup dues aux Américains, encore quand même, malgré notre volonté. Bon, c'est ainsi, il faut démêler tout ça. D'ailleurs, la frontière devient un peu mouvante entre innovation et liberté, les amis. On a un petit souci, c'est l'Europe qui le dit. Vous voyez, on s'est rendu compte d'un truc, c'est dommage. Si tu avais regardé Renault Décode, tu le saurais depuis un petit moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, on a peut-être un petit peu trop de lois du côté de l'Europe, un peu trop de régulation, notamment sur tout ce qui est numérique, sur ce qui est IA, sur ce qui est digital. Et on est en train de se dire qu'on a peut-être fait une bêtise du côté de l'Europe. Alors bien sûr, on va pas le dire comme ça. Peut-être qu'on aurait dû mettre des règles strictes, des règles claires, des règles hyper simples dès le début, des lois de l'IA, du cloud, du digital, du numérique, etc. en Europe, puis ensuite les décliner en loi, puis les faire appliquer. Bon, en Europe, on a un peu fait l'inverse, c'est-à-dire que tout le monde a essayé de faire appliquer des trucs. Finalement, on s'est mis d'accord sur 14 000 lois qui ont donné naissance à 12 milliards de trucs gouvernementaux pour essayer de réguler le truc. Puis à la fin, on ne sait plus dans quel sens on va. C'est un peu dommage, c'est mon avis, c'est pas du tout objectif ce que je viens de vous dire, donc vous en tenez pas compte, ou si, comme vous voulez, vous challengez en commentaire. En tout cas, l'Europe est en train d'arriver avec une nouvelle réglementation, une nouvelle loi en fait, qui devrait être présentée en novembre, là, ces jours qui viennent, la semaine prochaine a priori, à Bruxelles. Et cette loi, elle vise à dire, on va assouplir les règles sur l'intelligence artificielle. Alors, assouplir, ça ne veut pas tout dire. En fait, le but du jeu, c'est de rendre plus lisible en fait tout ça. On se rend compte notamment que on pourrait modifier et surtout harmoniser plein de textes de lois régulatoires majeures. On pense à la RGPD, on pense au Data Act, à l'IA Act, bien entendu, à l'e-privacy. Tout ça, en fait, c'est parti dans des règles qui parfois sont contradictoires et où on comprend l'un, on comprend pas l'autre et il faut s'intéresser à tout. On va refondre un petit peu ça. Et au cœur de tout ça, il y a des choses qui font frémir certaines personnes qui militent pour... alors c'est le cas par exemple de NOYB. Je sais plus ce que ça veut dire, j'ai oublié. C'est un acronyme. C'est une fondation. C'est une association qui milite pour une application très très stricte de la RGPD, qui veut des bandeaux de cookies, que ce soit explicite, tout ça, machin, moi ça m'embête les bandeaux de cookies, voilà. Eh bien cette loi qu'on va nous présenter à Bruxelles, elle pourrait dire par exemple, on va mettre un truc de consentement au niveau du navigateur. Oui, je consens, en standard, je consens à tous les trucs. Et du coup, on n'a plus les bandeaux de cookies, on est peinard, les éditeurs aussi, on n'a pas besoin de se casser la tête, etc. C'est ça que ça va proposer. Et il y a des associations comme celle-là qui disent, non, il faut absolument ceinture, bretelle, avant même qu'on rentre dans n'importe quoi de façon très très stricte, il faut tout appliquer pour tout le monde. Oui, sauf qu'on n'a pas trop les moyens pour tout appliquer pour tout le monde et que ça revient sur les éditeurs de sites et que c'est galère. En plus, il y a 12 000 lois. Voilà. Ce qu'ils vont présenter là, qui s'appelle le projet Digital Omnibus. Ça me paraît bizarre en le disant, mais je crois que c'est ça. Digital Omnibus va arriver sur la table des commissions européennes la semaine prochaine. Est-ce que c'est une attaque sur notre protection ou un laisser-aller ? Est-ce que ça veut dire que maintenant, on va pouvoir utiliser davantage nos données personnelles et c'est pas bien ? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne fait pas déjà? Si, sûrement. Ce qui montre que ces lois sont déjà pas efficaces. Du coup, il faut peut-être les simplifier pour qu'elles le soient plus. Ouais, c'est pas bête. Mais on peut aussi se dire, ce texte, il va très probablement, on l'étudiera dès sa sortie, amener aussi un assouplissement sur les données privées exploitables pour les IA. Ce qui serait vraiment très bien pour l'innovation européenne, qu'on puisse se dire, par intérêt pour l'IA que je développe, oui, je vais choper des données sans trop demander et je vais choper les données où elles sont. C'est bon, voilà. Mais après, il va falloir que je sois responsable. Plutôt que se dire, il faut ceinture et bretelles avant même de commencer les choses. C'est mieux pour l'innovation, c'est peut-être moins bien pour notre vie privée et pour l'exploitation de nos données privées par un petit peu tout un tas de systèmes qui peuvent se barrer en cacahuète. La jauge est difficile à placer. Moi, perso, je pense qu'on aurait mieux fait de faire des lois simples, puis de les décliner de façon pragmatique, plutôt que faire beaucoup de lois et de se rendre compte maintenant qu'elles ne sont pas tout à fait adéquates. Alors, rassurez-vous ou inquiétez-vous sur un truc, ça va être présenté là en novembre 2025, ce sera discuté, peut-être voté mi-fin 2026 et l'entrée en vigueur sera courant 2027 et pas avant. D'ici là, le monde de l'IA et les Chinois, les Américains sur les données personnelles et tout ça aura tellement avancé que le débat sera peut-être plus du tout le même là-dessus. J'en profite dans cette actu pour vous parler d'un truc un petit peu chelou. Ça aussi, je le laisse pour vous, avec des histoires que vous pourrez voir tourner sur les réseaux. Je ne vais pas vous montrer de vidéo, mais il y en a sur le Mobile Fortify. Mobile Fortify, c'est donc aux États-Unis. C'est une application mobile utilisée
par les gens qui sont de l'ordre de la sécurité migratoire. Vous voyez ce que je veux dire? Les autorités migratoires américaines, il y en a pas mal qui sont décriées en ce moment. Je ne vise personne, c'est juste des faits que je vous donne, voilà. Eh bien, ces autorités-là, qui avancent cagoulées, armées en militaire, et qui vont choper des mômes de 14 ans qui font du vélo en se disant « Toi, tu as une tête qui me revient pas, je veux savoir qui tu es », là, je reste encore objectif, neutre dans ce que je dis. Vous verrez des vidéos un petit peu partout de ce genre d'exemple. Ça peut être terrifiant. Vous pouvez vous dire que c'est plus de sécurité. Ouais, ok. En tout cas, on se rend compte que ces forces de l'ordre-là ont une application qui s'appelle Mobile Fortify et qui permet, sans demander le consentement à personne, de dire, dis donc, t'as tes papiers d'identité? Ah non, monsieur l'agent, je les ai pas sur moi. Je prends le mobile, je te flash ton visage sans t'avoir demandé quoi que ce soit. Je suis les forces de l'ordre. Voilà. Et ça interroge une base de données, notamment comment on appelle ça, avec des informations biométriques qui sont enregistrées dedans, qui sont en plus pas toujours très fiables, c'est ce qu'on nous dit. À mon avis, c'est pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est d'avoir une base de données qui va rester stockée 15 ans. La photo que je viens de prendre de toi, elle va rester pendant 15 ans dans les petites données, avec tes données biométriques et reliées à ton identité, avec parfois des bugs pour savoir si tu as bien tes papiers en règle ou pas. Et ben ça peut effectivement amener des dérives. Hein. Là aussi, je laisse ça à votre sagacité. On peut se dire c'est super pratique, c'est bien, on n'a plus besoin de ces papiers. On peut se dire aussi que dans des mains qui sont quand même très orientées, avec un outil qui est quand même très orienté, qui demande le consentement de personne et qui permet de faire des bases de données biométriques sur les gens et notamment sur les gens racisés, hein, on va être clair là-dessus, on est peut-être déjà dans une dérive qui est peut-être déjà allée trop loin. Je dis peut-être, vous en ferez ce que vous voudrez, mais en tout cas c'est pas simple hein, à l'heure de l'IA de réguler tout ça. Un truc super important, si vous êtes dans le shopping, si vous êtes dans le web marketing, bref, si vous êtes un éditeur de site web, vous avez votre entreprise, vous avez votre site web, vous vendez des produits en ligne, vous devez absolument, mais alors absolument, vous intéresser à ce que fait Google. Pourquoi je vous enjoins à le faire? Parce que c'est difficile de se tenir au courant de ce que fait Google sur sa recherche en ligne au niveau du e-commerce. C'est très compliqué en France parce qu'en France, on ne le voit pas. En France, on a encore l'autre Google préhistorique. Tous les autres pays du monde, les autres pays européens, c'est parce que nous, on bloque. Du coup, on est en train de prendre un retard considérable et pas avoir la conscience de ce qui est en train de se passer. Tous les autres, ils ont un Google avec des overviews. Ils ont aussi un AI mode dans Google. Ils vont dans Google, ils l'utilisent en mode IA, ils discutent avec Gemini, ils ont déjà fait la bascule entre l'ancien moteur de recherche qui vous donne 12 000 trucs et puis débrouille-toi, c'est has-been ça. Nous, en France, on est toujours has-been et on ne voit pas le AI mode. Et ce AI mode est en train de changer énormément. Et si vous êtes un e-commerçant, il faut absolument vous intéresser à ce qui se passe, prendre des VPN pour aller voir un petit peu ce qui se passe si vous étiez américain ou autre, par exemple, parce que ils viennent d'intégrer beaucoup de fonctionnalités shopping qui vont très très loin dans le AI mode. Vous allez avoir notamment l'expérience conversationnelle qui va être enrichie avec ce qu'on appelle le shopping graph, c'est-à-dire toute la base de connaissances intelligentes, d'ailleurs hyper connectées, de chez Google sur tout ce qui est shopping, sur tout ce qui est produits qui se vendent. Voilà, ils ont 50 milliards de références qui viennent de plein de gens, plein d'e-commerçants qui leur ont donné le truc pour faire de la pub, pour être référencés, etc. Ils ont fait une méga base, ils ont un trésor de données là-dessus chez Google Shopping et ils le mettent à disposition du AI mode. C'est-à-dire que l'IA qui va vous répondre dans Google demain, elle va pouvoir vous conseiller, faire des comparatifs. Vous n'aurez plus besoin d'aller sur les sites d'e-commerce. Si vous êtes un site e-commerce et que vous êtes bien connu de Google, ça va être génial pour vous. Si vous êtes un site e-commerce, que vous faites des chiffres, que Google ne vous connaît pas et vous ne pouvez pas le savoir parce que c'est pas en France, donc on attend. Comme des nounouilles, voilà. Pendant ce temps-là, les concurrents internationaux, ils nous bouffent des parts de marché. Bon, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas là-dedans, dans le shopping graph ou dans ce que proposent les AI modes de Google, vous allez perdre du chiffre d'affaires instantanément parce que les gens vont préférer discuter en mode conversationnel avec le mode IA qui va pouvoir leur faire des comparatifs de n'importe quel produit ou trouver tel produit au meilleur prix, voire même automatiser le suivi et l'acte d'achat. C'est-à-dire que ça va être super simple pour nous tous de dire tiens, pour Noël, le petit dernier, il m'a demandé tel truc, fais-moi une veille et dès que le prix descend en dessous de tel truc sur un des e-commerçants, tu l'achètes. Il va pouvoir surveiller régulièrement, trouver le meilleur prix dans 3 jours, puis aller se référer à cet e-commerçant, puis avec ses capacités de connexion et d'agentique, passer une commande pour vous et payer pour vous, et ça va tout faire pour vous. Super pratique, du coup on va le faire. Si vous êtes e-commerçant, soit vous serez parmi les élus, soit vous ne le serez pas. Mais il va y avoir du vent dans les voiles, c'est sûr.
Ce truc va même encore plus loin. Alors, vous avez un papier sur Google si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais le mieux, ce serait de se choper un VPN pour aller voir vraiment de quoi ça ressemble pour ceux qui en bénéficient ou qui l'ont en tout cas. Ça va même jusqu'à faire des appels téléphoniques. Voilà, c'est-à-dire que l'IA, vous allez pouvoir dire, bah oui, appelle ce commerçant, un commerçant physique, appelle-le pour savoir si le jouet du petit dernier, il l'a encore, que je puisse être livré demain. Et bah, c'est l'IA qui va passer un appel téléphonique au commerçant dans sa boutique. Allô, monsieur, alors ça va prévenir avec la voix IA, je vous appelle de la part d'un client du service Google. Est-ce que nous voulons savoir si tel produit, telle référence est disponible chez vous? Les commerçants vont pouvoir dire, il me saoule avec ces appels IA tout le temps, j'en veux pas. Peut-être qu'ils vont pouvoir dire aussi, bah, je répondrai à l'IA, moi en tant qu'humain, bougez pas monsieur, IA, je vais regarder. Bon voilà, oui j'ai du stock, c'est bon. Je vais répondre parce que derrière il y a un vrai client qui aura délégué la recherche, le suivi, l'acte d'achat à une IA, celle de Google. Google se pose en intermédiaire global qu'il était déjà avant, mais il a tellement bien réussi à prendre ce virage de l'IA qu'il est maintenant l'intermédiaire unique et principal, enfin pas unique mais principal, sur tout ce qui est web de demain, donc avec ces fonctionnalités de shopping qui passeront par les IA de chez Google. Enfin, si on le veut bien, après tout, c'est nous le consommateur, mais nous en France, on n'a pas le choix, puisque AI Mode, on l'a pas. Mais attention, il est là, il se déploie partout, il s'améliore, et le jour où il va arriver, la marche, elle va être haute à digérer. Voilà, vous le savez, prenez vos précautions et informez-vous là-dessus si vous êtes concerné, bien sûr, et si vous êtes utilisateur, on vous dira dès que ça sort, on ira tester toutes ces fonctionnalités de dingo sur Renault Décode évidemment. Allez, 2 derniers sujets bien game changer, un petit peu science-fictionnel. En tout cas, moi j'ai trouvé cette information que je vais vous livrer, elle nous vient du côté de chez Eleven Labs, donc un leader de l'intelligence artificielle sur la voix, qui fait de la synthèse vocale de façon absolument magnifique, tout est paramétrable, etc. Eleven Labs vient de sortir une dinguerie. Je vais vous la montrer, je vais vous en parler là, et comprenez bien tous, quand vous allez entendre cette information, il va y avoir des gens parmi vous qui vont être absolument hype et super pour, et d'autres qui vont être catastrophés et super contre. Comme quoi, et j'en suis sûr, et comme quoi, il va falloir qu'on décide de la voix qu'on prend, la voix VOIE, notamment sur les voix VOIX. Je vous montre ça, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, Eleven Labs nous a donc sorti son Legendary Voices. Ce sont les voix de personnalités. Voilà. Alors vous avez Michael Caine ici que vous entendez dans pas dans tous, mais dans beaucoup de documentaires américains. C'est une voix extrêmement célèbre là-dessus. Il y a pas mal de voix de personnes qui sont plus là. Donc c'est les ayants droit qui vont avoir des sous-sous. Alan Turing par exemple, etc. Judy Garland. Voilà, c'est très américain. Évidemment. Il y a également des tout à fait contemporains. Il y a Matthew McConaughey, ça se dit comme ça, Matthew McConaughey. Moi, je vais le dire comme ça, voilà. Mais il est actionnaire aussi de Eleven Labs, donc lui aussi, il y a sa voix qui est disponible. Donc, ce sont les vraies voix. On a travaillé sur ces sources ou ces acteurs-là quand ils sont encore, ou ces voix-là quand elles sont encore en vie, bien évidemment, pour créer vraiment toute l'armada Eleven Labs exploitant ces voix-là. Donc ça veut dire qu'on peut faire parler Alan Turing en espagnol pour expliquer un devoir de maths ou de l'IA. Ça serait pas mal. Bref, on peut faire plein de choses, exploiter ces voix-là de plein de façons différentes avec l'IA, les IA d'Eleven Labs. Moi, ça me perturbe un peu. Il y a un truc qui me perturbe. Alors vous pourrez aller écouter des choses. Pour avoir John Wayne. Don't talk about doing the right thing, partner. Yeah. Just do it. Ça fait tout de suite lever les sourcils, c'est dingue. Vous irez regarder ça. Le fameux Michael Caine, vous allez reconnaître sa voix si vous avez déjà vu les documentaires. Magnifique. Magnifique. Il y en a plein d'autres, certains que vous ne pouvez pas écouter tout de suite. Moi, ce qui me perturbe, c'est le petit TM, trademark, qui se trouve ici. Vous avez effectivement les voix des gens qui ont été fabriquées et vous pouvez ensuite payer pour les utiliser. Et ce sont donc des trademarks. Oui, la voix devient un produit. La voix des gens devient un produit. Alors, ça peut être très bien au niveau de l'éthique, se dire, oui, maintenant, la voix de John Wayne ou de Judy Garland ou de Matthew McConaughey, machin, elles sont protégées, ce sont des trademarks, et si on veut les utiliser, faut payer, et elles vont récupérer des sous là-dessus, ce qui est bien normal, c'est leur atout, machin, etc. Comme l'image des acteurs, peut-être demain dans le cinéma, ça va être la même chose. Là, la voix des acteurs,
Elle est déposée, on ne peut plus tricher parce qu'elle est commercialisée, donc elle est protégée. Et puis on peut se dire aussi qu'à l'inverse, c'est chaud pour d'autres métiers. Parce qu'en l'occurrence, si tu es doubleur de Michael Caine, de Judy Garland ou de je sais pas trop qui, ou des choses à venir, ou de Matthew McConaughey, on n'a plus besoin de toi. Tu viens de perdre ton boulot. Oui, parce qu'on peut faire parler en français Matthew McConaughey avec sa vraie voix à lui, dans une langue qu'il ne connaît pas, et pour un film français. Donc oui, ça rétablit l'emploi humain au niveau de la voix IA, mais ça aussi ferme la porte à certains emplois humains dans le monde de la voix. Bon, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas maintenant, il y a le nom des gens, il y a leur voix, il y a un petit signe TM à côté, parce que ce truc est sorti, et à mon avis ça va se répandre, et ça va se répandre au-delà de la voix. Je suis à peu près persuadé que dans quelques temps, on trouvera les possibilités d'acheter la tronche de Tom Cruise pour se faire son nouveau Mission Impossible. J'ai bon ou pas? Je connais rien. Voilà, et ce sera Tom Cruise trademark, et puis c'est lui qui aura des sous, et donc il faudra être un acteur connu pour que les gens aient envie d'utiliser votre voix ou votre image, qui sera un truc déposé, un produit, et voilà, qui vous fera gagner des sous. Un modèle économique est en train de se dessiner là aussi avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez aller tester ça, et puis vous pouvez servir des voix si vous payez pour, et puis rétribuer dignement ces auteurs, alors que d'autres, les doubleurs et autres, sont en train de voir leur boulot disparaître. Le monde change, on n'arrête pas de se le dire. Allez, la dernière actu de cette revue d'actu, elle est tech, parce que j'aime beaucoup finir sur de la tech, et elle est parfaitement science-fictionnelle. Il y avait du lourd aujourd'hui dans la tech. La première chose, ce sont les Chinois qui nous font des percées absolument dingos. C'était japonais, c'était pas chinois, ça, je sais pas. Voilà. Avec des démonstrations qui sont en train de se faire un petit peu partout suite à un entraînement, un exercice de l'armée, comment on dit, l'armée populaire de libération. Faut pas que je me gourre parce que sinon on va me faire engueuler par les Chinois, ce serait pas bien. Bref, qui fait carrément flipper Taïwan, avec notamment ces robots quadrupèdes qui ont été employés donc dans ces exercices qui ont été là, qui sont des exercices de débarquement. Donc ils ont fait, les Chinois, cet exercice. Alors, on avait vu déjà pas mal de dispositifs lors du défilé. Vous savez, il y a eu un défilé militaire et technologique du coup en Chine. Il y avait ça également. Alors, on a vu tout un tas d'équipements, des drones autonomes absolument hyper costauds. On a vu des petits drones, on a vu des drones volants, on a vu ces robots quadrupèdes. On avait tout un arsenal que la Chine était déjà en mesure de faire de façon super fiable. Des tas de drones dans tous les sens. Là, ils ont fait un exercice de débarquement, donc Taïwan flip grave, dans lequel on a d'abord les robots quadrupèdes équipés d'explosifs, équipés de bombes, et qui foncent à une vitesse vertigineuse, qui arrivent à passer tous les obstacles, sous des trucs, au-dessus des trucs, qui s'empierrent jamais dans des choses, etc., et qui foncent comme des tarés pour aller immédiatement faire exploser des choses sur la plage de débarquement, suivi d'une nuée de drones volants, alors des gros et puis beaucoup de petits. La Chine a l'air de miser là-dessus, sur la multiplication d'essaims de drones qui ont l'air efficace, je ne sais pas si on peut mettre ce terme efficace là-dessus, suivi ensuite des autres transports un peu plus lourds qui sont là aussi des drones. En fait, tout ça participe à des exercices qui visent à faire, à remplir le scénario de la Chine, qui est d'avoir une guerre sans soldats. Voilà, nous, la Chine, on protège nos petits ressortissants et nos humains, on les envoie pas à la guerre, parce qu'en fait, on les envoie fabriquer des super drones qui, eux, vont faire la guerre. Bon, ça fait flipper tout le monde, et on voit que les avancées chinoises, que ce soit dans la robotique, que ce soit avec pas les budgets, mais si les budgets aussi, mais les intentions militaires qui sont un moteur de ça, de protection, voire d'agression parfois, vous jugerez là-dessus, et les avancées sont absolument dingos. Donc c'est très impressionnant. Il y en a un autre qui est très impressionnant, et je termine là-dessus, et je fais une dédicace à certains d'entre vous ici dans les commentaires en live, qui adorent, qui n'aiment pas que je parle jamais de la Russie dans le domaine de l'IA et de la robotique. Ça y est, voilà. Les Européens, ils sont à l'arrache sur la robotique humanoïde. On n'arrête pas de parler de robotique humanoïde sur Renault Décode, et on voit des dingueries qui nous viennent systématiquement des USA, de Chine. Nous, en France, on a des robots humanoïdes.
Ils sont tellement mignons, ils font pas peur, ils sont là pour l'accueil, ils sont là. Vous le connaissez, ce petit Miroca, il est absolument magnifique, vous irez le voir, il est français, et il est absolument dingo, voilà, il peut servir dans les hôpitaux, il peut servir dans les accueils, il a une petite bouille toute mignonne, tout ça, avec un écran, c'est vachement intelligent, il a une boule pour se déplacer, vachement bien. Bah voilà, ça c'est le robot français, on sent bien qu'il n'est pas guerrier, Pépère. Ah, il est très très gentil, très très mignon et très très serviable, mais il a son petit visage. Et ben les Russes se sont dit pareil, mais avec des intentions un petit peu plus costaud. Faut du muscle et si possible pas trop de vodka. Bon, vous allez voir ce qu'il en est, puisque la Russie a fait la démonstration de ses premiers robots humanoïdes avancés. Alors il a une particularité par rapport à tous les autres, c'est qu'ils ont vachement bossé le visage, les expressions du visage. Il a des trucs, alors ça fait un truc un peu bizarre, un peu dérangeant, mais bon, c'est un début, voilà. Mais surtout, ils ont fait une démonstration publique qui s'est très bien passé, où on a pu voir à quoi carburaient les robots humanoïdes russes. Pardon, je plaisante, mais je vais vous faire je vais contrebalancer après. Donc vous voyez qu'il n'a pas une démarche très très rassurée. Bon, il a dû boire un petit coup avant pour se donner du courage et monter sur scène, c'est pas évident, les amis. Il dit coucou à peu près approximativement, et puis c'est la cata. Bon, voilà, il s'est vautré dans cette représentation qui est pas du fake, hein, qui est vraiment un vrai truc qui s'est passé. Donc, y compris les gars qui tirent un rideau qui était prévu pour masquer les incidents s'il y avait besoin, mais ils sont tortillonnés aussi. Bon, bah, en rideau comme en robot, les Russes sont pas prêts. Et du coup, tout le monde se gausse de nos amis russes. Je dis nos amis russes, je ne sais pas. Tout le monde est notre ami, on est tous sur la même planète. Bon, il fallait juste qu'on arrête nos intentions certaines. Bref, on s'en fout. Donc tout le monde se gausse de ce robot qui s'est complètement vautré, humanoïde russe. On oublie un petit peu que notre robot à nous, c'est Miroca, et que pour faire le service, l'accueil, etc., il est absolument magnifique, merveilleux, et son idée d'écran et sa boule, etc., on a des innovations absolument dingos. Par contre, dans l'aspect militaire, dont on parlait juste avant, dans l'aspect un peu sérieux, dans l'aspect industriel, dans l'aspect tout ça, on pourrait avoir autant d'innovations, mais ceux qui nous ont sorti le premier robot humanoïde qui peut ressembler à Optimus ou Iron en Chine d'il y a quelques années. Donc certes, il y a du retard, mais au moins, il existe et il est en Russie. Et en Europe, on n'en a pas vraiment à aujourd'hui. Donc on se moque, mais nous, on fait rien. Bon, alors vous jugerez, voilà, c'est pas une histoire de camp, mais en tout cas, oui, sur la Russie, on se met bien sûr aux robots humanoïdes, aussi avec des budgets militaires et des intentions militaires, mais pas que. Et en tout cas, c'est un premier. Bon, ça s'est pas super bien passé. Faut qu'il change de régime alimentaire et ça devrait mieux se passer pour les prochaines fois. Voilà les amis pour cette grosse revue d'actualité avec plein de choses qu'il fallait pas manquer. Vous avez raison, merci et bravo d'avoir suivi cette revue d'actualité sur Renaud Décode. Vous réagissez en commentaire, vous n'hésitez pas à partager également en dehors des lives. On est en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur les réseaux sociaux où vous préférez. Voilà, vous vous installez où vous voulez pendant ces lives, vous en profitez, on débat, on échange. En dehors de ça, vous pouvez vous rendre sur renaud-décode.fr pour partager sur tout ce que vous voulez. C'est libre, ouvert, gratuit. On propose également sous forme d'abonnement avec un code promo, ça vous coûte que dalle, plein de formations sur l'IA, sur tout ce qui est assistant IA, sur nouveautés, etc., sur l'automatisation qui est quand même un banger. Si vous voulez vous former, vous faire accompagner, avoir des événements privés, venez regarder ce truc-là. Mais vous avez tout ce qu'il faut sur le site pour discuter entre vous, pour réseauter et aussi pour donner vos retours d'expérience. On a parlé en début de cette revue d'actu de GPT 5.1. Venez trouver les expériences des autres et puis venez partager vos expériences à vous. Tiens, dans tel truc, ça marche vachement mieux. Ah, pour tel truc, par contre, Claude est meilleur. Voilà, on s'entraîne, on s'entraide et puis on avance tous ensemble pour forger ce monde de demain en espérant qu'il soit au service de l'humain. Tous ces dingueries d'IA et de robotique qui peuvent parfois être un petit peu effrayantes également. À très bientôt pour une nouvelle revue d'actu web IA Digital Tech sur Renaud Décode.